Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission dont on a tous une histoire à raconter. Malheureusement, c'est la dernière pour cette troisième saison. Mais nous avons un invité, je pense qu'il vaut la peine d'être écouté, qui a beaucoup d'histoires à nous raconter. Et c'est M. Louis Gravelines. Bonjour Louis. Bonjour André. Bienvenue à On a tous une histoire à raconter. Je suis content d'être là. T'es content? Ben, moi aussi, je suis content que tu t'aies accepté de venir nous rencontrer. Et les gens de Saint-Hyacinthe te connaissent parce que t'es Monsieur Judo. T'es Monsieur Judo. Et c'est toi qui s'occupe du judo à Saint-Hyacinthe. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de judo? Que je dirige une école, ça fait 52 ans. 1970 à Baie-d'Œil, 1971 à Douville, avec M. René Lafleur. Et ensuite au Centre culturel, avec M. Réal Michon. OK, dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Réal m'avait demandé dans le temps, choisis-toi un local. Là, me faire prendre une petite salle en haut. Je dis, la salle est trop petite. Mais je me rappelle quand je m'entraînais à Carole, dans la salle de musculation, il y avait 3-4 tables de ping-pong pour 3-4 personnes. Et nous autres, on était une quinzaine, tout tassé là. Je rêvais d'être là. Fait que quand Réal m'a donné la possibilité de choisir, c'est là que je m'en vais. Est-ce qu'on peut dire pour toi le judo, c'est une passion? Les gens me disent ça, que c'est une passion. Moi, je vois pas ça, je vois pas le temps. Je suis du fun, je suis encore bien. T'es heureux dans ce que tu fais. Oui. Ça. Ouais. Mais je sais qu'on s'est parlé souvent, on a pris un café souvent ensemble. Puis, moi, je t'ai connu avant que tu me connaisses, ça, dire ça aux gens, parce que moi, j'ai été au cégep je suis rentré au cégep de Saint-Hyacinthe en 70, 71. Puis toi, tu y travaillais. Oui. Et puis moi, je savais qui t'étais. C'est là que j'ai commencé en 71. Ah, OK, bon. En tout cas, quand je suis rentré, là, t'étais là, tu travaillais comme Appariteur. Appariteur, un magasinier, je sais moi, pas, c'est ça. des choses comme ça. Puis je me souviens parce que parce que j'étais un sportif, là, puis t'étais tout près là, d'où étaient les gymnases, ouais, puis tout ça. Je me souviens de toi, tu t'en souviens pas. Par après, je t'ai rappelé ça, là. Mais c'est sûr qu'à 16 ans, notre visage change. Mais moi, à un moment donné, à force de parler avec toi, là, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est ton enfance. Est-ce que tu me permets d'en parler un petit peu? Oui, ben, je me suis préparé. Je me suis préparé à vous dire, c'est des choses intimes, mais C'est des choses, non, mais je tiens à les je dire. pense que Ça m'a influencé comme prof de judo. ça fait un lien dans toute ta partie, là, Ouais, c'est ça. dans toute ta vie. Ça a un lien. Tout d'abord, tu nais Gravelines, d'un père québécois. Est-ce que c'était un mascoutin? Quand il est rentré dans l'armée pour aller à la Deuxième Guerre mondiale, il venait de Saint-Prix. Saint-Pierre. Donc, il vient de la MRC des mascoutins. C'est ça. Puis là, il se lance à Saint-Hyacinthe, Saint-Prix, tu ne vas pas avoir grand-chose à faire là. Et il est allé en Écosse, il a rencontré une petite Écossaise, ma mère, et Québec sait faire, ben là. Alors, je suis né quand il était en permission. T'es né en Écosse? Oui, je suis né en Écosse. T'es né en Écosse? Oh, oui. Ça, c'est encore quelque chose d'intriguant. Des choses qui m'ont développé, c'est que ma mère parlait à peine le français, et mon père parlait à peine l'anglais. Alors, puis l'enfant, quand il a commencé à parler, c'était qui le traducteur? C'était moi. Alors, je passais d'une langue à l'autre. Facilement. Ta mère, donc, s'en vient au Québec. Ma mère s'en vient au Québec. Là, la vie continue. Je vais dire tout de suite, je suis un enfant battu. Mon père. Quand tu dis battu par ton père. Des fois, son autorité se faire écouter, c'était pas facile. Et ça m'a développé mon judo. Je suis rendu habile pour éviter les baffes. OK. Je montais de là, j'avais le spinal reflex. Est-ce que ton père était. C'est un ancien militaire. Est-ce que tu penses que ton père souffrait d'un choc post-traumatique? Comme souvent les militaires. Des fois, j'ai pensé. Ce que je retiens de mon père, si je prends les fables de La Fontaine, c'était le lièvre. Et il était peintre à bâtiment. Alors, ce qu'il faisait, quand il y avait de l'argent, tout allait bien, mais il tombait au chômage, il n'avait rien calculé, puis là, ça allait mal dans la famille. Ma mère était pragmatique. Ta mère, tu l'as tortue? Hein? Si on reste dans les fables. Non, ma mère, ça va la tortue. Non. Ma mère, c'était une sage, puis une Écossaise, elle était économe. Et elle m'a donné des belles valeurs. Mon père aussi a influencé mon judo. Ma mère, ce qu'elle m'a donné, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, on avait un chien à la maison. Puis le chien est allé faire son tas dans la litière. Elle peut le flatter, elle l'a récompensé, puis elle a donné une gâterie. Puis là, elle me regarde en disant, t'es pas obligé de les chicaner pour qu'ils apprennent de quoi. C'est là qu'elle m'a montré c'était quoi
le renforcement positif. Que par la douceur, par l'amour, dans le fond, C'est ça. on peut renforcer. Et Par... quand je donnais mes cours, c'est que l'enfant passait pas mon. Même encore aujourd'hui, passe pas mon temps à dire les défauts. Je dis les bons points et j'amène la motivation comme ça. C'est intime si tu veux pas en parler, mais Non, ton pas père, OK, ton père, qui te battait, mais est-ce qu'il touchait à ta mère aussi? Non, pas au début, mais à un moment donné, il s'est tanné. Ma mère s'est tannée que mon père me batte, puis elle s'était déposée. Elle s'est fait battre aussi. Là, il a pris l'habitude de battre ma mère aussi. OK. Et Mais il était alcoolique dans ce il était alcoolique, puis il était crise. Et je me rappelle d'une fois, la population de Saint-Hyacinthe regardait ailleurs. La fameuse plage d'Ouville. Je suis allé me baigner avec la famille, mais mon dos, il ressemblait à un steak qui vient d'être cuit sur barbecue. Il était plein de maths. Je me rappelle, j'avais une institutrice qui était ma professeure, Mme Saint-Amand. Elle s'est réveillée révoltée parce qu'elle allait engueuler mon père. Puis la société l'a tassé dans le coin. Puis là, il a regardé ailleurs. C'était une époque où... C'était une époque, là, C'était une époque, mais c'était la même chose dans les familles. Il y avait Ouais. de l'inceste, etc. Puis ça, c'était caché. Là. Même, je dirais, Puis mon père, vu qu'il était acharné mon père, vu qu'il était colérique, mes oncles, mes tantes, il n'avait peur, fait qu'il restait profil bas. Là, je reviens à mon père. Mon père, avec le problème d'alcool et tout, il manquait d'argent. Quand même, ma mère, ils se sont séparés. Quand j'ai 13 ans, mon père a dit, je suis tanné de te faire vivre, tu vas travailler. Alors, à 13 ans, je faisais 65 heures par semaine à livrer de 7-Up. Alors, les caisses de bois, nous autres, les livres à palette, on connaissait pas ça. Tout était manuel. Mais moi, de 13 ans à 18 ans, ça m'a donné un corps pour faire. J'ai pas fait d'éducation physique. Une fois, j'ai joué au basketball au centre Notre-Dame. C'est tout comme sport que j'ai fait à l'école. On joue au bal de chasseur, c'est l'heure d'idée. Et c'est comme ça que j'ai. Là, ta mère et ton père, ils sont pas ensemble. Non, ils se sont séparés. Ma mère, à un moment donné, n'en pouvait plus, puis elle est retournée en Écosse. Et pour moi, apprendre à l'école, ma mère ne parlait pas français, fait m'aider pour des devoirs, là, je me débrouillais tout seul. Et c'est la même chose quand j'ai commencé à comprendre à lire en français, j'ai switché ça à lire en anglais. J'ai appris, j'étais autodidacte. Tout ce qui m'a influencé, tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'adore lire, je lis beaucoup. Tu lis en français, en anglais? Peu importe ce qui se J'ai tombé sur la main. Comme professeur de judo, quand on s'est mis à faire des camps, vu que je lisais des livres en anglais, je lisais des livres en français, soit la race avec qui j'étais, j'amenais des opinions différentes. Puis là, il se créait des échanges. De ce là eux aussi, puis moi aussi, enrichi de nouvelles théories. Et là, t'es sorti, et là, t'es allé travailler chez Savena. Là, je travaillais chez Savena, puis à un moment donné, je me suis fait prendre par mes boss, je les volais. Je volais des bouteilles, puis ça pour me payer mes cigarettes. Les bouteilles qui Les bouteilles de liqueur, ça n'arrivait pas tout à fait. Fait qu'il manquait tout le temps un petit peu. Moi, je me ramassais des sous. Puis ils s'en sont aperçus. Puis quand ils se sont aperçus, ils m'ont fait venir. J'ai parti à pleurer. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai dit, pour me payer des cigarettes. Ben, il dit, pourquoi t'as un salaire ici? Non, je donne toutes mes payes à mon père, puis il me donne 2 pièces. Ça fait que là, ça n'a pas d'allure, ça. Fait que là, Walter Morin, M. Despaux, Jean-Guy Turgeon, à un moment donné, il est ami avec les policiers. Ça n'a pas d'allure que tu... Ben, ça n'a pas d'allure que tu sois là. La police est venue avec moi. J'ai pris mes choses et je suis parti de la maison. Là, ta mère était partie en Écosse. Oh, là, ma mère était partie. Là. Ma mère était partie. Mais ta mère, est-ce que tu as gardé un lien avec elle après? Plus tard. Ça a pris du temps? Ça a pris du temps à un moment donné. J'avais un ami de la France, un anglophone, Peter Morris. Et je disais à Peter, ta mère a contact avec ma mère. Je te demande pas de me donner son contact, mais il dit savoir que je reste plus chez mon père. Fait que là, ma mère elle m'a répondu via lui, ben viens-moi où est-ce que tu restes. Ah, ben, elle est venue. Non. Lui, Peter, est venu voir si c'était vrai que je restais pas avec mon père. Alors là, quand il y a eu ça, là, ma maman a pris contact par écrit. Après ça, elle est venue une fois au Canada. Puis je suis allé 3 fois en Écosse. Bon, on revient au judo.
Oui, on est allé. C'est l'introduction, mais le judo est l'élément là, qui t'a. Parce qu'il t'a amené de la discipline, etc. Mais tu commences ton judo dans la vingtaine. Non, non, non. À 17 ans et 11 mois, OK, donc. je jouais au quai au centre Notre-Dame. OK. Là, j'ai vu passer un gang de gars en pyjama. Puis moi, j'avais été agacé par le judo, par les livres Bob Moran. Bob Moran faisait du judo dans ses livres. Tant j'ai lu. Bob Moran. Et son ami Bill Valentine. Bill Valentine. Ouais, c'est ça. Mais là, Bob Moran, ça sortait avec du judo. Ensuite, j'ai vu passer à la télévision Max Scala qui parlait du judo. Fait que quand je suis arrivé là, j'allais regarder le judo et j'aimais ça. Mais vu que je suis vraiment timide et timoré, au max, j'étais dans la porte, je regardais le faire le judo. Quand le cours était fini, je m'en allais. Puis là, à ce moment-là, ceux qui faisaient du judo, c'était Harold. C'est Harold qui donnait son cours. Et Jean Mongeau. Puis moi, je me considère chanceux d'avoir lui comme prof. Parce que c'est un excellent judoka, puis c'est un bon pédagogue. Alors même, on appelle ça de l'émulation. Tu veux battre la personne que tu admires. Ouais. Ben, c'était ça. Et à la base, c'est quoi qui t'a porté vers le judo plutôt que. Bon, c'est une coïncidence C'est des coïncidences. d'avoir vu passer le judo. Quelqu'un m'a déjà dit, je ne me rappelle plus qui, il dit, Louis, t'es-tu lancé dans le judo parce que tu es un enfant battu et tu voulais développer une défense? Possible, mais je n'en étais pas conscient. Sauf que quand j'avais fait du judo, j'étais un petit poisson dans l'eau, j'étais bien, j'aimais ça, j'aimais le monde, vu que j'étais gêné, il se trouvait des... Et j'ai appris à donner, j'ai appris à recevoir. C'est comme ça que ça me colle au judo. Et par après, c'est que j'ai accroché encore plus fort quand je suis devenu enseignant, que j'ai découvert comment je faisais du bien aux jeunes, aux gens. Tout d'un coup, oui, t'es un gars utile. Mon ego est tout satisfait de ça. Je suis content d'aider les autres. Puis, à cause de la COVID, mon choix de vie est fait pour fin de vie. Je me suis toujours dit, là, je sors du 7, peut-être à 80, je vais commencer à regarder qui va me remplacer, m'a formé, m'a supervisé. Puis, à mon petit COVID chez nous, ça faisait 50 ans que j'étais à 3 soirs au judo. Chez nous, le Netflix, tout le kit, à un moment donné, j'en avais marre. J'avais hâte que le judo recommence. Alors maintenant, quand je vais vous dire, annoncer que je quitte le judo, c'est parce que la fin est proche. Ah ouais, ça, tu seras pour longtemps. J'en ai pour longtemps. Ben, pour toi, il y a un accomplissement. Là. C'est là que tu te réalises que tu viens te donner, remplir ton ego là, de satisfaction, de sentir utile. Mais c'est derrière tout bénévole, on dit tout le temps. Le bénévole, il va se donner pour les autres. Puis ça, en se donnant pour les autres, il s'enrichit lui aussi. Ouais. Tu as compris ça. Oui. Pour moi, c'était comme celui qui reçoit quelque chose, là, ça lui fait du bien, mais celui qui le donne, ça lui fait encore plus de bien. Le club de Saint-Hyacinthe que tu as actuellement, il est né quand? Lui, il est né en 1975. Réal Michaud m'a accroché un coup. Il dit, pourquoi tu ne viens pas enseigner au centre culturel? Harold n'est plus là. Mais j'ai dit, Harold, il s'est arrangé que ce soit au bon endroit, au bon moment, que j'aille un emploi au cégep. Et j'y avais dit, tant que tu vas enseigner à Saint-Hyacinthe, ben moi, je ne viendrai pas. Mais là, Harold, son école a déménagé de cégep à Douville. Le cégep, ça a boulé. C'était pas Saint-Hyacinthe, c'était Douville. Fait que là, on était à 2 écoles à Douville. Il n'est plus à Saint-Hyacinthe, il était à Douville. OK, d'abord, je brise pas ma parole. J'ai commencé à enseigner au centre culturel. Parce que lui avait été influent d'aider à avoir le travail. Oui. Puis ça a tout changé ma vie. Tu as passé peut-être toute ta vie, tu as travaillé au cégep. J'ai travaillé 33 ans. 33 ans, c'est ça, c'est ta vie active. C'est ça. Et là, j'ai toute ma pédagogie, tout le kit. C'est que mon travail au cégep, c'était à des périodes de 15 minutes, 20 minutes, et quand le cours commençait, j'étais en attente pour les besoins. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je lisais. Et ce qui m'a influencé beaucoup, c'est la bibliothèque du département de l'éducation physique. Il y avait un beau livre de psychologie de l'enfant. En lisant le livre, j'ai découvert que je les entraînais comme je m'entraînais moi pour être un champion. Mais non, c'est des enfants. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à aborder différemment l'approche avec les enfants.
Et ça a donné un bon succès qui continue. Et là, toi, à partir de là, jusqu'à même aujourd'hui, là, Oui, ça continue. Mais là, je touche ton merveilleux Santiago. Hein? Mais toi, ton parcours, t'es un ceinturé noir. Oui, là, je suis maintenant 6e dan. Ça fonctionne comment, là? Le plus haut, c'est... Blanche, jaune, orange, vert, bleu, brune, noir qui est premier dan. Premier dan, noir, deuxième dan, noir, troisième, quatrième, cinquième, on est noir. 6e, on est rouge et blanc. Rouge et blanc. Puis ça va jusqu'à 10e dan. C'est ça. Oui, mais 10e dan, c'est pas pour tout le monde. Regardez, Maître Nakamura et Maître Dan sont 9e dan, ils l'ont fait beaucoup. Le 10e dan a été fait après le décès d'un inventeur du judo, Maître Jigoro Kano. Maître Jigoro Kano dit, moi, je n'ai pas de dan, je ne peux pas avoir de dan, c'est mon système que j'ai inventé. Après son décès, il y a la tradition japonaise, c'est entre le maître et l'élève, il doit y avoir 2 dan. Fait qu'ils ont déterminé que Maître Jigoro Kano est à 12e dan, et le plus haut qu'on peut aller, c'est 10e dan. 10e dan, OK. Ça l'a... Puis le judo, ça a toute une éthique, ça a un respect, Ben, pas mal tous les arts martiaux, le salut, le respect. le salut, ouais. Ça, c'est rendre un tribut au Japon. Que le Japon C'est le Japon c'est le Japon qui a cette espèce de c'est ça noblesse-là. que ça s'est fait qu'on véhicule tous. Donc, toi, ça a influencé ta vie. Puis là, quand tu as quitté le cégep, Quand j'ai quitté le cégep, c'est parce que je suis à ma retraite. ouais, c'est ça. À ma retraite Ta retraite active. active. Mais là, je continue à donner des cours de judo le soir. À un moment donné, on m'a approché pour le sport-études. Oh que oui. Que je me suis embarqué dans le sport-études. T'es à l'école Fadette, je pense. J'étais à l'école Fadette, mais je donne des cours. Oh, oui, Cours de jour. Puis là-dessus, tu as continué à entraîner des élèves. Cours de jour. Puis il y en a qui sont devenus d'autres ceinturiers noirs. Ah, je suis rendu à 89 ceintures. 79 ceintures noires. 79. 70. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des compétitions au niveau Ben, provincial, national? Oui, ça, c'est on va dans le système pour se faire sélectionner. Et je pense, j'ai pas arrêté de le compter, mais je pense que je suis rendu à 8 ou 9 champions canadiens. OK. Et quand je m'attribue les champions canadiens, c'est que je les ai eu enfants, ils ont grandi. Tu les attribues, tu les as C'est pas ça. juste la dernière. C'est ça. Il y en a un que je l'ai eu en dernier. Lui, il venait de Saint-Basile, il s'appelait, même Jean-Marie Fontaine m'avait envoyé une petite pointe, parce que c'était le premier champion canadien. Et lui, Jean Soriol, moi, je donnais des cours, ben là, Saint-Vincent, on fait des combats. Et Saint-Basile, Armand Côté, qui était l'entraîneur de Saint-Basile, lui, je l'avais connu au cégep Ceinture-Marron, et il est monté champion avec moi. Puis il était dans le savoir. Et pendant 3 ans, il a montré Jean Soriol. Jean Soriol est arrivé avec moi, et là, Jean, il était en sport-études avec moi, avec le cégep, c'était pas comme avec l'école Fadette. Et j'entraînais moi, mon heure du ciné au cégep, j'entraînais l'équipe. Et là-dessus, il s'est développé. Tu as été un enseignant judo. Tu l'as encore. Tu as été un judoka. Tu es aussi un arbitre. Est-ce que tu es un arbitre provincial, national? Je suis arbitre mondial. Mondial. Arbitre des Olympiques, tout ça? J'ai été proche des Olympiques, mais je ne suis pas rendu. J'ai commencé l'arbitrage. Mon premier tournoi que je vois là comme coach. J'avais un jeune qui s'appelait Donald Brier, qui avait un très beau mouvement. J'ai dit, s'il rentre, l'autre va planter. Il est rentré, l'autre a tombé. L'arbitre a donné un score. J'espérais plus, mais on va s'en contenter. Et à la fin du combat, je vois l'arbitre donner la victoire à l'autre. Là, je suis allé me plaindre que, hey, c'est mon gars qui a scoré, vous le donnez à l'autre. Non, ça reste de même. Je suis revenu à Saint-Hyacinthe frustré et j'ai un mentor. Il n'aimera pas ça que je le dise, mais c'est quand même un mentor qui m'a influencé. C'est Jean-Louis Bergeron. Je me plains à Jean-Louis. Jean-Louis m'a dit une phrase que j'ai vu courir après dans les loisirs et tout. Il dit, quand on n'aime pas de quoi, au lieu de chialer alentour, on rentre à l'intérieur de ça, puis on travaille pour changer des choses. C'est comme ça que j'ai commencé à arbitrer. Par une injustice. Par une injustice que je me suis lancé dans l'arbitrage. Et comme dans toute chose,
pour exceller, pour être un des meilleurs, il faut en faire plus que les autres. Alors, dans ces années-là, un arbitre, disons provincial, arbitrait 6-7 tournois par année. Moi, en plus des 6-7 tournois, j'arbitrais 20-25 samedis par année. Fait que j'ai développé des automatismes. Quand j'embarquais, il n'y avait pas de stress. J'étais apprécié. Les chances d'être arbitre olympique, j'y croyais, mais il manque un petit élément que j'avais pas. Le jet set, le louvoiement. Moi, je suis resté me peinturais dans le coin. Fait que là, ça n'a pas aidé. Et celui qui est allé aux Olympiques, M. Blanchette, Québec, il méritait. On est du même niveau. Ça peut être un, ça peut être l'autre. Alors, ma satisfaction, c'est d'avoir atteint ce calibre-là. Et que de mes descendants arbitres, mais là, il a nommé Samuel Davio, qui lui le trouve bon, mais il a arbitré beaucoup de samedis avec moi. Cette injustice-là, puis de l'équité, puis tout ça, est-ce que ça vient de cette valeur-là? C'est une valeur que tu appliques partout dans ta vie? Ben, ça vient de mon enfance. Je suis placé comme enfant à vivre d'injustice. Fait qu'avec les enfants, quand je joue avec eux autres ou d'autres, je suis sensible à ça. Des fois, je vais peut-être prendre, je suis pas parfait, je fais des erreurs comme tout être humain. Fait que là, je me suis aperçu, oups, je me suis pas, il voulait me montrer de quoi de beau, mais je suis occupé ailleurs. Fait que là, je suis sensible à ça, puis ça m'influence tout le temps d'être le plus juste possible avec mes élèves et avec le monde que je joue. Il y a des valeurs du judo qui t'ont aidé à devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Tu es un homme, moi je te connais, tu es un homme droit, un homme discipliné, un homme avec beaucoup d'ambition, puis avec beaucoup d'empathie pour la société, tout ça. Et quelle valeur du judo? Qu'est-ce qui t'attire? Bon, ce qui m'a frappé, c'est qu'au début, je faisais du judo, tout le rituel. Puis ça, j'étais respectueux, puis j'étais obéissant. J'étais un élève modèle. Mais par contre, quand j'ai devenu prof de judo, là, je me suis mis à rechercher des livres. J'ai fini, il y avait 2-3 livres de judo au cégep. Je les ai lus. Et là, à un moment donné, je lis une phrase de l'inventeur du judo. Prospérité mutuelle et bienfait mutuel. Là, il expliquait que moi, je veux devenir un champion de judo. Je lance l'autre à terre 100 fois, mais c'est normal que moi aussi, je tombe 100 fois, que l'autre apprenne aussi. Alors là, j'ai saisi la prospérité mutuelle et le bienfait mutuel, et je l'applique tout le temps. Chez nous, il n'y a pas de secret gardé d'entraînement. Quelqu'un, il arrive pour une question, puis il a regardé, je suis un livre ouvert. Et j'applique toujours ça. Je fais un petit aparté, là, mais ça me rappelle ma mère quand je jouais au hockey quand j'étais jeune. Puis mon équipe gagnait tout le temps. Je disais à ma mère, on est bon, on gagne tout le temps. Puis eux autres, on les bat. Ma mère me disait, tu sais, là, t'es chanceux qu'ils soient là, eux autres. S'ils n'étaient pas là, tu ne pourras pas être un gagnant. Ça en prend un perdant. Ma mère m'avait enseigné ça. Je me suis mis à respecter, moi, mes adversaires. J'avais la chance de faire partie de l'équipe gagnante, mais j'avais besoin de mes adversaires. Nos parents nous laissent en héritage des valeurs comme ça. Tu nous as parlé de ta famille, où tu as grandi. Mais toi, tu t'es créé une famille? Oui, bon, ben là, Louis Graveline, trop passionné au judo, ne s'occupait pas bien de sa vie de coach. J'étais passionné trop les soirs au judo, pas à la maison. Fait que j'ai été divorcé 2 fois. Et maintenant, je vis avec une personne, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Elle est judoka, c'est Sylvie Guertin. Fait que moi, je m'exprime de judo. Puis elle aussi est passionnée de judo. Fait que j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai frappé gros. Est-ce que vous avez eu des enfants? On a un fils qui va avoir 30 ans au mois de juin. Lui, moi que je laisse tout le temps les gens libres, à 14 ans, papa, maman, le judo, c'est pour vous autres, c'est pas pour moi. J'aime pas ça. Fait qu'il a arrêté de faire du judo. Il s'informe encore un peu. Mais si des fois, quand j'ai lu ça l'an passé, quand le père a beaucoup de succès, souvent l'enfant décroche. Il ne veut pas s'imposer peut-être cette pression-là d'exceller comme son père. C'est ça. Ça fait que là, à un moment donné, je sentais qu'il était comme en compétition avec son père. Je trouvais ça correct. Puis à un moment donné, j'ai vu le changement. Là, je suis son papa. Ton fils a 30 ans, donc tu l'as eu à 47 ans. Oui. OK. Donc, parce pour différentes raisons, ça a pris du temps, là, mais ça, c'est Au début, moi, à l'âge que j'avais, loin dans ma tête,
d'être père. Ça finit, j'étais trop vieux. Sauf que la femme que j'aime, quand elle a vu son horloge biologique, qu'elle voulait un enfant, bon, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et graduellement, je sentais notre couple commencer à se dissiper. On se distançait. Fait qu'un matin, je lui annonce, oh, OK, on fait un enfant. Elle m'a pas sauté au cou. Elle dit, parfait, mais je fais pas ça un ivrogne. Je prenais beaucoup de bière. J'avais les terres de mon père. Et ça m'a pris 2 essais. Cold turkey, j'ai pas fait de thérapie. J'ai arrêté de prendre d'alcool. Et je me faisais 30 ans comme récompense. Ça faisait 30 ans. Puis est-ce que lui, toi qui as eu un père absent ou colérique qui t'a battu, toi, est-ce que Non, tu un bon papa, toi? Ben, ça, là-dessus, je vais vous dire, j'ai brisé la chaîne. Mon grand-père, arrière-grand-père battait sa femme, mon grand-père battait sa femme, mon père battait sa femme. Moi, j'ai cassé la chaîne. Toi, t'es un papa et un époux. Je suis papa, un époux, puis mon fils, la chance qu'il a eue, c'est que le papa a un raisonnement de grand-papa. Ouais, oui. OK, plus tolérant, quelqu'un qui comprend plus de choses que des fois, il y a des parents qui ont de la misère avec les enfants, ils ont des problèmes de travail. T'es retraité. Papa, papi, t'as là. Oui, c'était très, très intéressant, très touchant. Je te remercie de nous avoir partagé des choses qui sont intimes. Je pense que pour l'ensemble de la population qui va écouter notre émission, je pense que ça fait un bon. Si toi, ça te fait du bien, ça fait du bien à plein de monde. Les gens vont se reconnaître des fois. Ben, ce que tu m'avais dit, ce que ça m'a amené à m'ouvrir là-dessus, quand on a parlé, Louis, tu as parlé de ton enfance, tu sais, je suis un enfant là-dessus. Oh, je veux pas que tu pleures, là. OK, je veux pas pleurer, mais ce que je veux dire, c'est que tu me dis, ça va faire du bien à certains qui voient ça. C'est ça. Que là, Pas de gens qui vont avoir, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Comme tu me dis, on a eu une société qui était aveugle, qui ne voyait pas. Toi, tu allais à la plage à Bouville. Puis les gens de la plage à Bouville, en histoire, on en parlera, c'est quoi, là, un show. Mais tu allais là, puis personne ne disait rien, tu avais tout le dos magané, puis marbré. Fait que donc, il y a d'autres personnes qui ont connu ça. Ça, ils vont se reconnaître à travers ça. Même mes oncles, mes tantes, qui étaient en désaccord de ce qu'ils faisaient, mais ils avaient tellement peur de mon père qu'il se mêlait à leurs affaires. Ça fait que là, c'est. Je te remercie pour toute la confiance que tu nous as faite. Moi, ce que je conclurai là-dessus, là, pour conclure un peu notre émission, c'est que un jeune qui subit ce que tu as subi, il y a 2 voies. Soit qui tourne mal, soit qui tourne bien. Toi, on dirait que la chance, ça fait part, dans ta malchance, il est arrivé la chance que tu tournes bien, et ce sont les valeurs que tu me mentionnes. Regardez Donc, juste. le mien, moi, en tout cas, tu as tout mon respect, oui, pour toute cette démarche. L'exemple de la petite fille de Granby qui est venue me chercher en disant, j'aurais pas pu avoir ça, moi, une DPJ, quand j'étais jeune. Ouais. Mon père serait allé en prison. Ah ouais. Mais c'était les années 50. Oh non, c'est une autre époque. Encore une fois, merci beaucoup, Louis. Je suis très touché de notre entretien. Tu me révèles être une personne, une très, très belle personne à connaître. Puis que je suis content que les Mascoutins puissent s'en rendre compte. Je suis vraiment honoré d'être reçu ici. Et moi, quand on parle de judo, c'est le bonheur. Je remercie nos téléspectateurs d'avoir été avec nous pour cette 3e saison. Et il y aura une autre émission dont on a tous une histoire à raconter, un de ces jours. Et j'aimerais remercier aussi la Villa Casaman qui nous a accueillis ici.